qui a démarré en Alsace et qui s'est développé un petit peu dans d'autres régions de France et aussi dans d'autres pays, puisqu'on a des SAMU de l'environnement en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Et donc, notre travail, c'est d'intervenir. Alors, prioritairement quand il y a des urgences environnementales, donc ça va être des gens qui vont nous appeler pour nous dire qu'il y a des contaminations de l'eau, de l'air, du sol. Et nous, on va se rendre sur place et on va faire des analyses sur le terrain. Donc ça, c'est un petit peu le cœur de notre activité. Après, on fait aussi des diagnostics sur toute forme d'impact environnementaux, quel que soit le contexte, qu'on soit en urgence ou que ce soit des besoins de particuliers, de collectivités ou d'entreprises. Et puis à côté de ça, comme on est une association environnementale, évidemment, on fait de la sensibilisation, de l'animation, du grand public, des scolaires, des périscolaires, etc. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait. Et c'est vrai que nous, on n'était pas du tout avec la culture du digital. Et on s'est dit, disons qu'à notre époque, ça serait bien un petit peu de commencer à regarder un peu ces outils, notamment justement puisque nous, on va travailler sur le terrain et c'est là qu'il y a peut-être des choses qui sont très intéressantes, que ce soit dans la remontée des alertes, ce qu'on fait historiquement. Donc historiquement, on nous appelle au téléphone. Ce qu'il y a, c'est qu'on est une petite équipe, c'est principalement des bénévoles, même si on commence à constituer un petit peu une équipe professionnelle. Donc répondre au téléphone, c'est long, c'est chronophage, ça prend de l'énergie, et puis c'est souvent difficile aussi de classifier un petit peu l'information qui nous remonte, parce que forcément, on a toutes sortes d'appels, c'est-à-dire qu'on a des gens qui nous appellent, on peut avoir des pêcheurs qui nous appellent pour de la mortalité de poissons, tout comme, et ça nous est déjà arrivé, des gens qui nous appellent en ville, à Strasbourg, et qui nous disent ah mais moi j'ai un balcon, j'ai acheté un nouvel appartement, et à côté de ça, il y a un bar qui fait des flammes-cuches et qui fait de la fumée, est-ce que je vais avoir le cancer dans les 2 mois qui suivent? Il faut répondre. Voilà, donc on a des questions un petit peu de toute nature, donc c'est parfois un peu compliqué à gérer et on ne sait pas toujours sur quoi s'orienter. Donc nous, la première chose qu'on avait décidé de travailler justement en 2019, c'était justement cette remontée d'alerte. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de développer une application qui permettrait justement à tout un chacun, que ce soit aux particuliers ou à des personnes qui sont un petit peu engagées, même y compris à nos bénévoles, ce qu'on appelle chez nous les sentinelles de l'environnement, qui maillent un petit peu le territoire, pour facilement nous faire remonter l'information et qu'on puisse justement commencer à traiter un peu de la donnée en masse et puis essayer d'évaluer le risque. Est-ce qu'il faut se rendre sur place? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a un problème pour la santé publique ou pour l'environnement directement, ou pour la faune et la flore? Et classer un peu cette information sur comment on va développer tout ça, quoi. Parce que votre expertise à vous, c'est vraiment la qualification de la pollution. Parce que vous n'intervenez pas non plus dans le fait de résoudre cette pollution. C'est ça. Alors, c'est vrai que les gens, ils entendent SAMU de l'environnement, ils se disent, on est comme le SAMU, c'est-à-dire qu'on va venir vous soigner. Alors, soigner l'environnement, c'est un petit peu compliqué, c'est coûteux, parce que l'environnement, c'est vaste et ça demande parfois des très grands travaux. Et puis, au-delà de ça, il y a une question plus philosophique, c'est celle de la responsabilité. C'est-à-dire que ce soit des collectivités, des particuliers ou des industriels, on est dans une époque où il est censé y avoir quand même un principe pollueur-payeur. C'est pas à nous, association d'intérêt général, nécessairement de payer pour cette rémédiation. Donc nous, ce qu'on fait, notre métier, c'est surtout analyser, c'est la phase de diagnostic en fait. Et après, la médecine, on pourrait dire qu'on pourrait faire la médecine de l'environnement, mais c'est aussi des choses où il y a tout. On est dans un pays où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'ingénierie environnementale, il y a des savoir-faire, il y a des connaissances, c'est des choses qu'on sait faire, c'est des choses qui sont censées être à la charge de celui qui émet une contamination, quoi. Et donc, du coup, l'aventure du... Oui, cette aventure d'IHIC, donc l'idée, ça t'est venu, si je comprends bien, de se dire il faut qu'on se dote d'outils digitaux pour rendre notre action plus efficace, c'est ça? C'est ça. C'était effectivement dans cette question de la remontée de l'alerte. On s'est dit, mais comment on peut... Parce qu'on avait plusieurs phases. C'est vrai qu'à un moment, on commençait à avoir... Il y a des périodes où on a beaucoup d'appels téléphoniques et c'est compliqué de les gérer. Et puis des moments où c'est des périodes qui sont un peu mortes, alors que pourtant, il y a quand même des impacts environnementaux qui ont cours. Donc comment on arrive peut-être un petit peu à massifier cette remontée d'informations et nous, comment on pourra la traiter? Parce qu'effectivement, les outils digitaux nous permettent de pas faire un traitement, à la main,
de choses qui sont parfois compliquées. Donc on s'est dit pourquoi pas tester. Alors ce qu'il y a, c'est vrai que nous on a eu la chance parce qu'on travaille pas mal avec Électricité de Strasbourg, qui est, je crois, un organisme que vous connaissez. Comment vous avez eu l'idée de participer au HIC? Alors on avait l'idée, mais on nous a aussi un peu suggéré la chose. Donc c'est vrai qu'on travaille pas mal avec Électricité de Strasbourg, pour qui on fait régulièrement des analyses sur leur terrain, sur leur poste source, sur leur site. Et c'est vrai que du coup ils nous ont parlé un petit peu de ce hackathon en disant mais c'est vrai qu'en fait là Étienne, ton problème, tu pourrais peut-être aller voir effectivement du côté de ce qui se passe là, et ça pourrait amener une solution. Alors nous, ce qui est très compliqué, c'est qu'on venait pas dans l'idée de monter une start-up a priori, on venait pas dans l'idée forcément de développer un produit, mais il pouvait y avoir des intérêts différents, aussi bien pour l'intérêt général, c'est-à-dire dans le cadre de notre activité associative, mais ça peut avoir des intérêts aussi pour des industriels comme Électricité de Strasbourg, puisque ils ont justement une responsabilité environnementale et sociétale, ils ont forcément, comme toute activité humaine, ils ont certains impacts qu'ils doivent maîtriser, et ils ont besoin d'accompagnement sur ce genre de choses. Donc nous, on s'est dit, mais si on le teste pour nous, auprès des sentinelles de l'environnement, mais que cette solution, elle peut aussi s'exporter et se dupliquer pour de l'industrie, ça peut être très très intéressant, parce qu'en plus déjà c'est vraiment du gagnant-gagnant entre les parties prenantes, et puis ça permet de réfléchir des outils qu'on n'aurait jamais pensé mettre ensemble, et puis de mettre tous ces gens ensemble pour qu'ils bossent sur la même chose, quoi. Alors finalement, qu'est-ce que ce week-end du HIC a fait de ton idée? Qu'est-ce qu'il lui a apporté à cette idée? Qu'est-ce qu'elle est devenue pendant les 54 heures? Alors c'est vrai que nous, on savait pas du tout ce qui sortirait de cette chose, parce qu'on est arrivé et c'est le jeu, hein. Oui, non, mais c'est ça qu'on a trouvé, c'est ça qui est génial en fait, parce qu'on n'avait aucune compétence, on les a trouvés sur place avec des gens de bonne volonté qu'on a rencontrés, qu'on connaissait pas, et dont certains on a pu garder le contact par la suite. Mais même eux, les personnes qui avaient un peu plus de compétences, très concrètement, dans notre groupe, il y avait personne qui avait jamais bossé sur une appli, si mes souvenirs sont bons. Donc ils se sont mis le soir même, ils ont commencé des MOOC le vendredi soir, il y en a 2-3 qui ont appris 1 ou 2 langages, et le samedi matin ils ont commencé à tester. Donc on savait absolument pas du tout ce que ça allait donner, on savait pas si on allait pouvoir avoir un livrable. C'est vrai, quand on fait le premier hackathon, on se dit il faut absolument un livrable, ce qui est l'idéal à la fin. Donc on s'est dit mais c'est faisable, est-ce qu'on va faire juste de la com, est-ce qu'on va juste faire une maquette graphique? Et en fait on a un peu tout fait puisqu'on a testé plusieurs solutions, on a fait un premier proto, une première version, on a fait aussi la maquette graphique, et puis du coup effectivement le soir, le dimanche soir, on a pu balancer un petit QR code sur lequel on avait mis un début très modeste d'appli, mais qui permettait de voir, et puis aux gens de toucher un petit peu et de voir comment on pouvait faire remonter une alerte. Et ça, c'est vrai qu'on s'y attendait, mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc ça, c'était vraiment une chouette aventure. Et c'est ça ce qui est génial dans un hackathon, c'est effectivement l'énergie qu'on a et tout ce qu'on peut développer en très très peu de temps. C'est vrai que moi, à titre personnel, j'avais déjà participé, par exemple, à les Startup Weekend. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, même si ça a un format similaire. Mais je m'attendais pas à ce que on arrive à lancer autant ce projet. Et ce projet, justement, il a pu avoir une suite, et puis il a une continuité encore aujourd'hui, quoi. Justement, c'était là où on voulait en venir. Non seulement l'énergie, parce qu'en fait, tu apprends tout ça, tu te dis, ok, j'ai mis le doigt dans quel engrenage, quoi. Le lendemain, tu te dis, comment est-ce que je continue? Où est-ce que je continue? Comment je m'organise? Quelles sont les questions que tu te poses tout de suite le lundi? C'est ça, c'est très spécial, parce que comme je disais, nous, on venait pas avec l'idée de développer un business a priori, donc on se pose plein de questions. Et puis, en fait, pour être très honnête, quand il y a eu les prix qui ont été remis, bon, on voit le 5e prix, le 4e prix, le 3e prix. Bon, honnêtement, à ce moment-là, on s'est dit c'est mort. En plus, on est une asso. C'est un écosystème de start-up. Bon, c'est dead pour nous. Et c'est vrai qu'on s'y attendait absolument pas. Et effectivement, de remporter ce premier prix, on se disait que juste l'aspect associatif, c'était potentiellement quelque chose de bloquant.
parce que les gens verraient pas forcément la suite, ni d'un point de vue pratique, ni d'un point de vue économique, quoi. Et effectivement, on essaye encore aujourd'hui d'inventer un modèle. On a pris la priorité justement d'abord d'essayer de prototyper, de faire quelque chose un petit peu sur le plan technique. Donc du coup, on a dû ramener des compétences chez nous, ce qu'on a fait les derniers mois. Et puis en parallèle, on commence à réfléchir effectivement comment on va pouvoir avoir quelque chose qui est distribuable. Je sais pas comment l'appeler parce que je sais pas encore si c'est un produit, si c'est un service, si c'est un service d'intérêt général, marchand, on sait pas encore trop, tout simplement parce qu'on l'a pas défini. Mais on travaille quand même avec des gens qui ont tous ces intérêts-là. Donc nous, là, au stade où on est, on a fait à peu près l'aspect technique, on retravaille parce que faut toujours le retravailler. Mais nous, évidemment, comme on est débutants, faut encore plus retravailler le UX design pour effectivement bosser un petit peu sur l'ergonomie et pour que ça puisse toucher les utilisateurs. Et puis là, on est dans la phase où on va réfléchir à le mettre en test d'abord chez nos sentinelles, chez nos partenaires, chez les sentinelles aussi qui sont peut-être dans d'autres régions, au SAMU Bourgogne-Franche-Comté par exemple, et puis par la suite potentiellement d'aller le tester avec peut-être des agents de l'IS pour voir sur le terrain, avec du coup en fait dans un même objet, dans un même produit, des choses qui conviennent aussi bien de l'intérêt général de particuliers qui sont bénévoles en fait, que peut-être à des entreprises qui eux ont intérêt à avoir un service qui est un vrai service. Et c'est vrai, c'est une de nos dernières questions parce que c'est vrai que le temps passe vite et on essaye un peu de le rattraper aussi, mais on y est presque. En fait, c'est vrai que vous avez dû, pour continuer l'aventure, du coup intégrer, mais pour toi aussi, c'était vraiment à titre personnel la question des compétences que vous n'aviez pas avant. Là, vous êtes dans la phase de ce que Guillaume a évoqué tout à l'heure, qui est ce fameux MVP. Du coup, d'apprendre. Bon, alors vous êtes très orienté utilisateur, donc vous avez un panel d'utilisateurs assez conséquent, mais là, vous devez effectivement plus les questionner, les retours. Enfin, c'est notre démarche, quoi. C'est ça. On a tout un ensemble d'allers-retours à faire. On essaye. C'est vrai il n'y a jamais de bon ordre dans lequel faire les choses, mais nous, je pense qu'on le fait vraiment pas forcément dans l'ordre, puisqu'on est en train maintenant, on est en train de faire une étude de marché pour regarder à quoi ça peut correspondre. Alors, ça sert aussi justement à avoir les premiers retours sur l'ergonomie, et puis la question de ce modèle, comment ça peut rester en intérêt général en proposant ce service. Alors après, on regarde aussi si forcément quand on met un doigt dans cet engrenage, on regarde aussi toutes les autres technologies et tout ce que ça peut faire. C'est pour ça que cette année, on reparticipe au hackathon en regardant une brique qui n'est pas la même chose, mais qui pourrait aussi apporter quelque chose à notre écosystème sur l'alerte environnementale. Donc là, on réfléchit sur, par exemple, les analyses qu'on fait sur le terrain. Et alors ça, c'est plus proche des environnementalistes. Nos outils d'analyse, comment on pourrait les connecter pour faire remonter plus facilement les informations. Et puis, pourquoi pas, à ce que ces informations viennent automatiquement se mettre, voire par la suite être traitées dans la même base de données sur laquelle on a remonté des points d'alerte qui sont géolocalisés. Donc, ça ouvre de la réflexion sur plein de choses, sur est-ce qu'on peut coupler peut-être avec la télédétection, est-ce que le traitement, justement, on peut automatiser certaines choses en faisant un petit peu, en mettant un jour de l'IA là-dedans, et en plus, du coup, donc on apprend des nouveaux mots un petit peu tous les mois. Depuis hier, là, j'ai des gens de l'association, à midi, ils avaient jamais entendu le terme IoT. Quand on essayait de faire le pitch, elle me disait c'est quoi l'IoT. Donc voilà, c'est vrai que ça nous porte vers plein de choses qu'on n'aurait jamais pensé, quoi. C'est fédérateur. Ah oui, énormément. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans ce week-end, pour le coup, c'est pour ça qu'on est revenu. C'est que ça permet de fédérer l'équipe et puis de motiver sur plein de choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Alors, en conclusion, qu'est-ce que tu auras envie de dire à tous les participants du HIC de cette année, dont tu fais partie, ou c'est alors ça. les conseils que tu donnerais, toi, au Étienne il y a 18 mois? Alors, le Étienne, il y a 18 mois, je sais pas, de toute manière, je pense qu'il y a pas une façon standard de participer à un hackathon, c'est le but, c'est de l'innovation, c'est absolument pas d'être dans les clous, donc même là, vu comme il a commencé, c'est encore totalement différent de la dernière fois, je pense que ça sera... C'est bien, c'est une autre expérience. Alors déjà, du fait du contexte, je pense qu'on est tous d'accord, mais même sans contexte, je pense que même sans la question du contexte, je pense que c'est jamais pareil. À chaque fois,
c'est ça qui est intéressant. C'est humain, c'est une aventure humaine. On est en total freestyle, hein, mais l'intérêt, c'est justement ça, c'est ça qui va faire que... Parce que ce projet, même celui qu'on fait ce week-end, on le suit dans la vie de tous les jours. Hein. La semaine dernière, on le bossait, mais c'est pas pareil quand on fait des réunions cadrées, qu'on essaye de suivre une méthode. Et là, en fait, on sort complètement des clous. Donc, on n'a aucune idée de ce qui sortira dans 12 heures, de ce qu'on est en train de faire en ce moment, quoi. Donc, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est faut profiter effectivement du travail de groupe, du fait de le travail de groupe par rapport à ça, où on est concentré sur le travail, on avance très très vite. Le fait de rencontrer des gens. Parce que même là, c'est vrai qu'on pensait être sur notre petite équipe et comme d'hab, on a rencontré des gens super intéressants avec qui on travaillera peut-être encore dans quelques mois. Et puis, effectivement, rester ouvert sur toutes les solutions auxquelles on n'a pas pensé. Et parfois, c'est même pas la solution auquel on n'a pas pensé, c'est le problème c'est exactement c'est ça. le problème qu'on n'a pas complètement identifié. Et je me demande si ce week-end-là, au lieu de faire un proto, trouver une solution, on va pas passer le week-end à définir notre problème. Mais c'est l'essentiel. C'est tout à fait possible. Ça marche aussi comme ça. Oui, mais c'est à ça que ça sert. Vous soignez votre UX à vous. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous, et puis merci pour l'organisation de tout ça. Bon, pour la suite, on va